Merci de suivre les programmes de la radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi, l'heure du grand journal. Fermeture des consulats généraux du Sénégal à l'étranger, les conséquences commencent à se faire sentir. Vous allez le voir, nos compatriotes évoquent déjà des difficultés dans le renouvellement des contrats de travail et dans l'obtention d'actes civils. Bilan des actes de vandalisme contre le BRT, 19 stations saccagées, retard susceptible dans la livraison du projet. Le blocus au domicile de Ousmane Sonko, il n'est pas levé. Dans ce midi, on tour à la cité Keur-Gorgui. Tabaski 2023, les éleveurs avertissent sur les conséquences que de nouvelles manifestations pourraient avoir sur le marché du mouton. Un mauvais approvisionnement à Dakar, la capitale. À Kaolack, de nouveaux prix fixés pour l'huile raffinée et le sucre cristallisé. Une légère baisse notée. À suivre, l'actualité internationale avec Fama Dione, les sports, Youssouf Bodian, la revue de presse de Mohamed Ali Mouba et enfin d'édition. Point de vue sur la hausse des salaires, hausse annoncée des salaires dans le privé, une mesure qui va prendre effet le 1er juillet. Abdoulaye Diop assure la partie technique. Bienvenue à toutes et à tous. La fermeture des consulats généraux du Sénégal à l'étranger fait déjà grincer des dents. Renouveler son passeport, obtenir un acte de mariage ou un laissez-passer n'est plus possible, ce qui suscite une vive colère au sein d'une partie de la diaspora. C'est le cas notamment des personnes vivant avec un handicap ainsi que de celles qui s'apprêtaient à voyager. Le président de l'Association des aveugles sénégalais résidant au Maroc s'exprime à ce sujet. Mamadou Dione au micro de Khadim Baye. Mamadou Dione, le président donc de l'association des aveugles sénégalais résidents au Maroc qui s'exprime sur la fermeture des consulats généraux du Sénégal à l'étranger, une mesure qui fait déjà grincer des dents. Renouveler son passeport, obtenir un acte de mariage ou en laisser passer n'est plus possible, ce qui suscite donc une vive colère au sein d'une partie de la diaspora. C'est le cas notamment des personnes vivant avec un handicap ainsi que celles qui s'apprêtaient à voyager. On va suivre, écoutons donc Mamadou Dione, le président de l'Association des aveugles sénégalais résidant au Maroc. J'en appelle au calme et à la sérénité au nom de toute l'association. Vous savez, Hadim, le malheur ne vient jamais seul. La fermeture temporaire des consulats généraux du Sénégal dans la diaspora va beaucoup impacter sur le quotidien de ses fils. Bien entendu, nous qui vivons avec un handicap, on exige aussi un recrutement massif des personnes à mobilité réduite au concept génial lancé par le président Macky Sall, parce que tout simplement, nous sommes des citoyens à part entière et non pas des citoyens entièrement apparents. On reviendra au cours de cette édition sur les conséquences de cette décision de l'État du Sénégal de fermer provisoirement ses consulats à l'étranger. Le bilan des manifestations accompagnées d'actes de vandalisme sur le couloir BRT, bus rapide transit, 19 stations saccagées sur les 23 de Guédiawaye à Petersen. Conséquence, retard susceptible sur les délais de livraison du projet et de nouvelles dépenses pour le matériel détruit qui sera encore commandé de l'étranger. L'Ageroute, exécuteur du projet, se prononce. Écoutons à ce propos Khadim Niang, chef du projet Ageroute BRT. Il est au téléphone de Nafi Satou Silla. Le président de l'association des étudiants de la faculté des lettres de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar demande de lourdes sanctions contre les auteurs des actes de vandalisme perpétrés à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar lors des violentes manifestations de la semaine dernière. Il considère que le saccage des archives signifie sacrifier des générations d'étudiants qui sont passés dans ce temple du savoir. À la canne avec El Hadj Ndiogou. Chose qu'on déplore vraiment, qu'on fustige, parce que ça ne donne pas l'image exacte de l'université Cheikh Anta Diop et ça ne reflète pas le style de l'étudiant en quelque sorte. C'est quelque chose vraiment qui est étrange.
On a vu que peut-être dans des années passées, nous n'étions pas là en 1968, mais on a vu les grèves des étudiants, on a entendu parler, mais on a vu en 2014, l'étudiant Bassirou Faye a été tué et l'étudiant Fallou Sène, de même que Mamadou Diop, mais il n'y avait pas des saccages d'amphithéâtre ou bien d'archives au niveau des facultés de l'université Cheikh Anta Diop. Et donc je pense que la mort de l'étudiant est plus importante que des questions politiques. On ne peut pas admettre que ce sont des étudiants qui l'ont fait. On n'est pas sûr aussi qu'il n'y a pas des étudiants parmi eux. Mais ce qu'on a vu ce jour-là, c'est du banditisme. C'est quelque chose de déplorable. C'est quelque chose qui ne reflète même pas l'image du Sénégal en quelque sorte. Voilà. Parce que l'étudiant peut faire la grève, peut manifester, mais aller jusqu'à brûler les infrastructures universitaires, aller jusqu'à brûler des restaurants, des archives qui contiennent les diplômes des étudiants, là, l'étudiant ne fera pas. Tout ce qu'on veut, c'est que la justice fait son travail et que lumière soit faite sur cette affaire. Ce sont des actes déplorables, ce sont des actes inhumains, parce que c'est l'avenir de toute une jeunesse même qui est sacrifiée. L'étudiant qui a eu son diplôme, c'est dans les archives que ces diplômes sont gardés et donc c'est son avenir qui est saccagé. Le BRT et les actes de vandalisme opérés sur le projet, 19 stations saccagées, conséquences, retard susceptible sur les délais de livraison. Khadim Niang, chef du projet Azeroute BRT, au téléphone avec Nafissa Toussila. Sur les ouvrages et les équipements, on a eu à noter des dégâts après le passage des manifestants. Sur les signalisations lumineuses tricolores, ce qu'on appelle les feux rouges aussi, presque tous les feux ont été vandalisés à Guédiawaye et à Parcelles Assainies, un peu aussi vers Grand Dakar. La même remarque aussi a été faite sur l'éclairage public et même l'aménagement paysager a été vandalisé. Aujourd'hui, on est en train de faire l'état des lieux pour avoir une analyse exhaustive de tous ces dégâts avec les huissiers qui est aujourd'hui en cours. Sur les 23 stations aujourd'hui, on a noté des actes de vandalisme sur presque 19 stations. Donc presque c'est la quasi-totalité. Toutes les stations sur lesquelles il y avait du vitrage, des murs rideaux ont été vandalisés. Les stations qui ont été épargnées, c'est des stations où le second œuvre n'était pas assez avancé pour être sujet à intérêt à ces manifestations. Approximativement aujourd'hui, c'est un peu difficile de donner une idée sur les coûts parce que ça dépendra des coûts liés au démontage déjà de ce qui est endommagé, de leur commande à l'extérieur, à l'étranger pour revenir, les reposer. Il y a les assurances aussi qui vont entrer en jeu. Actuellement, ce qu'on peut dire, l'impact financier, il est là et il va être important, notamment pour l'État du Sénégal. Il y a un risque aujourd'hui que ça impacte le délai de livraison qui était prévu en décembre 2023. C'est des équipements malheureusement qui ne sont pas fabriqués au Sénégal. Donc il y a des délais incompressibles de production à nouveau et de transport via les bateaux jusqu'au Sénégal. On risque d'avoir un impact sur 2-3 mois au moins. Des suites des manifestations de ces derniers jours à Thiès, les jeunes de la COJER annoncent la mise en place de comités de veille et d'alerte pour lutter contre les saccages lors des manifestations. Tout comportement suspect sera signalé. Des jeunes de la COJER et des associations de quartier qui se sont réunis appellent à la mobilisation pour faire face à ceux qui s'en prennent aux infrastructures. Lors des récents événements, il n'y a pas eu de casse à Thiès, Cheikh Anta Diop. Les violentes manifestations survenues dans certaines villes du pays, Thiès est épargné. Des jeunes du COJER, département de Thiès, félicitent les populations de Thiès qui ont fait preuve de responsabilité et de civisme. El Hadj Marem Faye, chargé de communication du COJER départemental. Féliciter la jeunesse thiessoise par rapport à la maturité dont elle a fait preuve. Parce qu'il faut toujours rappeler que Thiès est la ville la plus rebelle du Sénégal. Thiès, c'est le bastion de la résistance, depuis le temps des chemins de fer. Si on en est au 21e siècle, avec tous les problèmes sociopolitiques qui gangréné le Sénégal, on a pu constater la maturité et la hauteur avec laquelle les Thiessois, la posture qu'ils ont eue par rapport à ces événements-là. Mais ils n'ont pas manifesté à l'image des gens de Dakar ou de Ziguinchor. Ça veut dire qu'ils ont des perspectives politiques. Mais ça veut dire d'autre part que les parents ont pleinement joué leur rôle. La paix sociale est menacée, disent ces jeunes. Ils appellent à la mobilisation de tous les jeunes républicains, soucieux de l'avenir du pays. Et nous appelons les Thiessois à une posture beaucoup plus républicaine par rapport au prochain combat. On a la mémoire courte au Sénégal. Mais Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum, radiallahu anhu, il a eu des démêlés avec la justice. Serigne Moustapha Sy, il a eu des démêlés avec la justice. Serigne Cheikh Béthio, il a eu des démêlés avec la justice. Khadim Bousso, Mamadou Diagne, Maître Abdoulaye Wade, il a eu des démêlés avec la justice. Mais ils n'ont jamais cherché à briser les équilibres sociaux.
Après les dégâts, c'est l'heure des regrets. Ces jeunes Thiessois sont formels. Les formes de manifestation sont diverses et il n'est pas nécessaire d'arriver à certaines extrémités, disent-ils. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM, la radio de toute l'actualité. Il n'est pas question d'investir beaucoup de millions et de commettre l'erreur de tout bousiller. Des maisons d'éleveurs alertent à seulement 3 semaines de la Tabaski. Si les manifestations reprennent jusqu'à l'approche de l'Aïd el-Kébir, pas question pour eux de déplacer le bétail, notamment à Dakar. Les éleveurs rassurent pour l'heure, le marché est bien approvisionné. Seydou Nourouba. Les éleveurs ne se font qu'un souci à l'approche de la fête de Tabaski. Ismaël Sow, président du Conseil national de la Maison des éleveurs. Nous tous, on a vu ce qui se passe parce que aussi des manifestants qui braquaient les boutiques, des magasins, de brûler les voitures. Les manifestations et leurs lot de conséquences, une accalmie est certes notée, mais leurs poursuites seront sans doute préjudiciables pour l'approvisionnement en moutons à quelques jours de la fête de l'Aïd el-Kébir. Il y a des gens qui restent à l'intérieur du pays, dans les coins plus reculés du pays. Ils sont achetés, regroupés et préparés les transports pour les acheminer dans les villes. Mais s'ils sont attendus 2, 3, 4 jours de la Tabaski, aussi, il n'est pas allé à réacheter. Donc là aussi, c'est des problèmes. Investir des millions pour ensuite prendre des risques, il n'est pas question. Samba Saloum Diallo, président de la Maison des éleveurs de Kaffrine. Si d'ici une semaine de la Tabaski, si les manifestations sont ici, il n'y a plus de manifestations, alors le marché sera fourni. Mais si les manifestations continuent ici à Dakar, ils n'auront pas le courage de venir. La solution, c'est d'essayer d'apaiser de chasser ces manifestations-là. Parce que tu n'auras pas tes milliards et venir dans un milieu où tu toute ta sécurité. Est-ce qu'ils seront suffisamment sécurisés pour qu'il n'y ait pas de vol de leurs animaux? À seulement 3 semaines de l'Aïd el-Kébir, communément appelé Tabaski, des maisons d'éleveurs pensent que le marché attend d'être bien approvisionné, mais à la seule condition que les manifestations cessent. Au forail de Keur Massar, c'est dans la peur que les éleveurs exercent leurs activités. Beaucoup d'entre eux n'ont pas encore convoyé leurs moutons du fait de l'insécurité. Ils ont fait l'objet d'attaques lors des récentes manifestations. Ces éleveurs demandent le renforcement de la sécurité, l'extension et l'éclairage des lieux. Aminata Ba. Des éleveurs commencent déjà à envahir le forail de Keur Massar à quelques semaines de la Tabaski. Mais ce marché des moutons n'est pas encore bien approvisionné et cela s'explique par la psychose qui habite ces éleveurs récemment attaqués par des manifestants. Vous voyez, il y a une insécurité totale ici, donc les autorités doivent nous aider. S'il y a des tensions dans le pays, nous n'allons pas prendre le risque d'amener ici nos moutons. Nous avons fait des prêts bancaires. Ce forail se situe en face de la forêt classée de Mbao. Cette zone est réputée dangereuse à cause de l'insécurité qui y règne. Le président Seydou Sall plaide pour le renforcement du dispositif sécuritaire. L'insécurité est une réalité ici, à Keur Massar, mais nous faisons de notre mieux pour lutter contre ce phénomène. Nous disposons de gardiens et nous travaillons en collaboration avec la gendarmerie. À chaque événement, l'État a renforcé la sécurité ici et nous l'attendons également cette année. L'accès à l'eau fait défaut, l'étroitesse des lieux est tout aussi problématique. Nous avons un problème pour accéder à l'eau, mais aussi l'éclairage public. Nous travaillons ici dans l'obscurité, donc nous attendons l'appui des autorités. À l'approche de la Tabaski, des éleveurs sont venus d'horizons divers, espérant écouler leurs moutons. Aminata Ba, Keur Massar, Radio Futur Média. Midi, 14 minutes à Kaolack, de nouveaux prix fixés pour l'huile raffinée et le sucre cristallisé. Le bidon d'huile raffinée de 20 litres coûte désormais 21 200 francs CFA dans la région. Le litre à 1150 francs, soit une baisse de 100 francs CFA. Le sac de sucre raffiné de 50 kg est vendu à 31 700 francs CFA dans les départements de Kaolack et Guinguinéo et à 31 800 dans celui de Nioro. Le Conseil régional de la consommation qui s'est réuni hier exige une application de ces prix, faute de quoi des sanctions sont prévues. Fatoumbo.
Le Conseil régional de la consommation s'est penché sur la révision des prix de l'huile de palme raffinée et du sucre cristallisé. C'est pour atténuer la souffrance des consommateurs. El Haj Malik Semoudjouf est l'adjoint au gouverneur de Kaolack. Dès l'instant qu'il y a une hausse ou bien une baisse sur les produits de première nécessité, il est normal qu'arrivé au niveau territorial, qu'il y ait un différentiel de transport qui soit appliqué également sur le prix de la manutention, fixé de manière consensuelle que les prix. Une légère hausse est donc appliquée sur le prix du sucre uniquement. Cependant, une sanction est prévue contre les commerçants réfractaires, informe Adabambay, le chef du service régional du commerce. Le sucre, le sac de 50 kg sera commercialisé désormais à 31 700 francs pour les départements de Kaolack et Guinguinéo et de 31 800 francs pour le département particulier de Nioro. Pour ce qui est de l'huile, donc le bidon de 20 litres sera vendu au demi-gros à 21 200 francs et le litre à 1150 francs. Donc le mise en cause qui dépasse ce plafond-là, donc viole la réglementation. Donc les sanctions prévues à cet effet seront appliquées. Les associations consuméristes de leur côté comptent miser sur la sensibilisation pour le respect de ces prix, mais pas que. El Haj Badio, Ascosen régional. Notre rôle en tant qu'association de défense des consommateurs, c'est de sensibiliser et de lancer un appel à la population pour leur dire qu'il y a des nouveaux prix sur le marché et ces nouveaux prix devaient être respectés. Les prix de l'huile de palme raffinée et du sucre cristallisé sont fixés dans les différents départements du Saloum, une occasion qui a réuni tous les acteurs du commerce de la région qui veulent ainsi l'application immédiate de cette mesure. Fatou Kaolack, Radio Futur Média. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Et l'on reparle des conséquences de la décision de l'État du Sénégal de fermer provisoirement ses consulats. Mesure prise après les actes de vandalisme perpétrés au consulat de Milan en Italie. Eh bien, les conséquences commencent à se faire sentir et elles sont catastrophiques. Beaucoup de compatriotes risquent d'avoir du mal à renouveler leur contrat de travail, d'autres de déclarer tout simplement leurs enfants à la naissance. Les actes civils, entre autres. Mohamed Alimba fait le point avec quelques compatriotes établis en Europe. Aliou Sané vit dans la province d'Almeria au sud de l'Espagne. Zone agricole, elle polarise une bonne partie des Sénégalais établis dans ces pays de l'Europe. La décision de fermer les consulats du Sénégal à l'étranger, un cauchemar pour ses compatriotes. Donc vous voyez, on est posé à un problème de documents. Si on parle d'immigration, tout le monde sait que c'est des documents. Nos cartes d'identité ne comptent pas ici. Ici, ce qui compte, c'est les passeports. Donc, si un immigré n'a pas de passeport, vous imaginez, il ne peut pas accéder à la carte de résidence. Ceux qui ont la carte de résidence, pour renouveler leur carte de résidence, il faut présenter ton passeport. Si tu as la malchance que ton passeport a expiré et tu dois faire le renouvellement de ta carte de résidence, tu es obligé d'attendre d'avoir ton passeport. Même le papier, le reçu, tout ça, ça ne compte pas. Il faut avoir le passeport. La communauté sénégalaise établie en Italie est dévastée elle aussi. Elle condamne bien sûr les actes de vandalisme, actes isolés dit-on là-bas. C'est pourquoi on demande à l'État du Sénégal de revenir très vite sur sa décision. C'est une offense à l'intelligence de la communauté et de la diaspora. Côté personnel du consulat a été surpris parce que personne ne s'attendait à ça. Mais bon, il fallait aussi dans des situations de ce genre savoir prévenir. Et ils ont évité les policiers, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et moi je le condamne jusqu'à la dernière énergie. Maintenant, le fait que l'État du Sénégal ait décidé de fermer tous les consuls, du moins certains consulats, ça peut se comprendre, mais dans la durée, c'est insoutenable. Parce qu'il y a beaucoup de dossiers pendants, il y a des gens qui doivent retirer des documents administratifs, donc il faudra donc peut-être réorganiser les services. En Espagne, on assimile la décision de l'État à une vengeance. Volonté de la part du régime de Macky Sall de punir les Sénégalais de la diaspora qui auraient tourné le dos à Macky Sall. Avant de prendre cette décision, l'État n'a pas mesuré. Ou mieux, je vais dire, l'État a mesuré, mais il veut se venger des immigrés. C'est ma pensée. Moi, je dis à la limite que l'État voit envers les immigrés, envers la diaspora en général, que c'est des gars qui s'opposent à sa politique, des gens qui sont trop critiques. Ce n'est pas parce qu'on est contre un président ou bien on est contre Macky. On veut le développement de notre pays. Ce qu'on voit que c'est ce qui se passe au Sénégal, c'est écœurant. Et c'est normal que les immigrés crient pas. Le ministère des Affaires étrangères a pris cette décision à la suite des actes de vandalisme perpétrés au consulat de Milan. Après la condamnation d'Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Ousmane Sonko, justement.
justement, le blocus à son domicile n'est toujours pas levé. Les barrières sont toujours maintenues sur place. Le dispositif sécuritaire n'est prêt pas les riverains qui, même s'ils sont sommés de dévier, va qu'à leurs occupations. Reportage de la cité Kurgourgui, Koumba-Sandiane Faye. Rien n'a changé ici à la rue menant chez Ousmane Sonko pour dire que le blocus est maintenu. Les barrières de la police n'ont pas bougé. Vous allez bien, ça va? Vous avez bien marché. À partir de l'avant-dernière rue, la déviation est forcée. Soit c'est à gauche, soit à droite pour les automobilistes. Quant aux piétons, il leur faut bien justifier leur présence dans les alentours du domicile du leader du parti PASTEF. Tout ça ne mène à rien, selon ce riverain, même si le dispositif sécuritaire ne lui fait plus peur. On est vraiment entouré par les gendarmes. Ouais. Les allers-retours, c'est facile? Non, on n'est pas embêté. On n'est pas embêté. Tout sauf s'ils sont de l'autre côté. Et par contre, à ce niveau, il n'y a pas de problème. L'entrée est facile. Y a pas... Par contre, de l'autre côté, l'entrée est filtrée, quoi. Il n'habite pas la cité, mais pour des besoins professionnels, il lui a fallu faire des contours. Parfait. Même si quelqu'un a des problèmes avec la justice, on peut le poursuivre, mais laisser les voisins au moins vaquer à leurs occupations. Parce qu'il y a des gens qui habitent ici, qui sont obligés chaque fois de faire le tour pour rejoindre leur domicile. C'est pas intéressant. Ce jeune homme est ouvrier. Dans ce chantier, lui, il trouve plus qu'opportun la levée du blocus devant le domicile de Ousmane Sonko. Ceux qui sont avec lui dans le même quartier, ils subissent ça. Oui, les voisins, à cause d'un seul homme, à cause d'Ousmane Sonko. Ça, c'est pas normal, il doit... Pour une sortie de crise, comme l'ont révélé certaines sources, est-ce que Macky Sall et Ousmane Sonko se parlent? À chacun son opinion. S'ils disent qu'ils sont en train de se parler, je pense qu'il faut convier tout le monde. Même la guerre mondiale s'était terminée autour du table. À plus forte raison des Sénégalais. Honnêtement, je ne crois pas à ça. Honnêtement, je ne crois pas à ça. 3 personnes qui fabriquaient des cocktails Molotov pour s'attaquer à des édifices publics et à la maison du maire de Sédhiou arrêtées par les éléments du commissariat central de Sédhiou. Elles ont été interpellées, ces personnes, vers 2h du matin. Ces jeunes étaient au nombre de 9. Les 6 ont pris la fuite. L'enquête se poursuit selon notre correspondant à Sédhiou, Bakary Conté. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Famadion. Bonjour Georges. Au Mali, des otages appellent à leur libération. Des personnes sont apparues ces derniers jours dans des vidéos postées sur les réseaux sociaux. Elles rassurent sur l'état de santé et appellent à leur libération. Près d'une dizaine de Maliens civils et militaires sont retenus en otage depuis plusieurs années. Zanga Abdoulaye Ouattara. Dans ces vidéos apparaissent 3 citoyens maliens. Ils rappellent les circonstances de leur enlèvement avant de lancer un cri de guerre aux autorités pour leur libération. J'étais blessé le jour de mon arrestation et maintenant je suis en bonne santé, affirme le caporal Diakité avant de solliciter l'implication de sa hiérarchie et du gouvernement pour sa libération. L'ancien député de Koutiala, Abdou Maïga, et membre du MPR, le parti du Premier ministre Choguel Kokala Maïga, est également apparu dans une vidéo. Il a directement sollicité l'implication du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et celle du Premier ministre pour négocier sa libération. Il a aussi déploré la dégradation de son état de santé. La 3e personne est Abdoulaye Kanté, un agent des eaux et forêts enlevé à Kita. Son rapta remonte à près de 2 mois lors de l'attaque de Sanangourou. Cette demande de libération coïncide avec la libération il y a quelques jours d'Ali Cissé, le sous-préfet de Farako dans la région de Ségou. Cet administrateur avait été enlevé le 13 décembre 2019 par des présumés terroristes, mais les circonstances de sa libération restent inconnues. De Bamako, Zanga Abdoulaye Ouattara pour la radio Futur Média. Au Burkina Faso, Fama, plusieurs morts suite à 2 attaques terroristes. Une trentaine de personnes ont été tuées, un bilan encore provisoire qui pourrait donc être revu à la hausse. C'est à la suite d'un violent accrochage à Saouenga, dans l'est du Burkina Faso. C'est entre une unité mixte de soldats et de volontaires pour la défense de la patrie. Il y a également plusieurs blessés. Et puis l'Algérie, la Sierra Leone, élus au Conseil de sécurité de l'ONU. Ils rejoindront ainsi les 5 membres permanents du Conseil qui disposent d'un droit de veto, ainsi que les 5 pays élus l'année dernière, à savoir l'Équateur, le Japon, Malte, le Mozambique et la Suisse. Nous terminons au Maroc où le concert du rappeur Booba a été annulé suite à une pétition. Le rappeur français accusé de sexisme très populaire au Maroc, Booba, élit Yafa de
son véritable nom, a été mis en cause sur les réseaux sociaux marocains pour avoir tenu des propos dégradants envers les femmes marocaines et nord-africaines. Dans certains de ces morceaux, une pétition en ligne pour faire annuler le show a recueilli près de 5000 signatures. Le Club des avocats du Maroc, une association professionnelle, a porté plainte contre Bouba pour diffamation et injures portées contre les femmes marocaines. Le concert de l'artiste était programmé le 21 juin à Casablanca, Georges. Merci Famadion. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Avec Youssouf Diop, directeur exécutif de la CNES, la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, et Pape Birama Diallo, chef du département dialogue social de l'UNSAS, par ailleurs président du comité technique de la coalition des centrales syndicales du Sénégal. Nous allons parler de la hausse annoncée des salaires dans le privé, une mesure qui prend effet le 1er juillet. RFM Sport. Bienvenue Youssouf Bodian. Merci beaucoup Georges. 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Nous parlons bien sûr football. Le regroupement démarre aujourd'hui. C'est officiellement depuis 12 heures à l'hôtel Radisson de Diamniadio où sont attendus donc un peu plus de 20 joueurs. Pas de séance d'entraînement prévue cet après-midi. Les absents Alfred Gomis qui se marie, Liman Ndiaye qui attend la naissance de son enfant Issa Ganagay qui va également arriver en retard pour des raisons familiales. La première séance d'entraînement est prévue demain jeudi à 18h au stade Abdoulaye Wade. Elle sera donc ouverte à la presse. Les champions d'Afrique qui devraient donc quitter Dakar le jeudi 15 juin pour rallier Cotonou au Bénin où le Sénégal joue le Bénin le 17 juin prochain. Les affiches des 8e de finale de la Coupe du Sénégal connues. Toujours en football avec le tirage au sort donc qui a eu lieu ce matin au siège de la Fédération sénégalaise de football. Un choc va opposer chez les seniors deux clubs rivaux de la Ligue 1 sénégalaise. SP King Djaraf qui devait donc d'ailleurs s'affronter lors de la prochaine journée de championnat de Ligue 1. US Ouakam, club de Ligue 2 qui affronte le Casa Sport qui détient le trophée de la Coupe du Sénégal. Snaps Excellence de Chess, club de Ligue 1 qui joue l'US Rail, club de National. Diamono Fatick, Amitié FC, un choc entre club de Ligue 2. Un autre choc entre Agel de Rufisque et le Port Autonome de Dakar. Stade de Mbour, club de Ligue 1 qui joue Don Bosco de Tamba qui joue en National. Et puis HLM, club de Ligue 2 va affronter Étoile Lusitana Sirène, donc le vainqueur de ce match. Le tirage au sort s'est déroulé en présence du président de la Fédération sénégalaise de football qui a décidé hier de suspendre toutes ces compétitions. C'est à cause des tensions sociales dans le pays. Maître Augustin Senghor qui lance donc un appel à l'apaisement sur le Tchama. La situation sociopolitique actuelle du Sénégal touche pratiquement beaucoup de secteurs. Le sport n'est pas en reste. Après le report des compétitions sur le territoire national le week-end dernier, cela sera ainsi jusqu'à 2 semaines. Une chose inévitable selon le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor. Nous ayons été obligés d'abord la semaine dernière de reporter les journées de championnat et cette semaine de décider de faire un arrêt qui peut aller jusqu'à 15 jours, bien entendu après concertation avec les autorités. Parce que simplement, nous ne voulons pas prendre le risque que nos stades qui accueillent des jeunes, qui accueillent du public, puissent être la scène d'autres violences, peu importe de quel bord ils viennent. Et je voudrais justement lancer cet appel-là à l'ensemble de la classe politique, à l'ensemble de ceux qui peuvent influer les autorités religieuses, mais aussi toutes les personnes aujourd'hui qui ont voix au chapitre, pour qu'elles puissent quand même revenir à la raison, qu'on arrête ce qui se passe. Le patron du football sénégalais s'inquiète des conséquences que cela pourrait engendrer concernant les clubs qui doivent représenter le Sénégal aux compétitions africaines. Nous avons des craintes effectivement de nous retrouver dans des situations où nos clubs qualifiés pour les compétitions interclubs en Afrique pourraient être disqualifiés parce que nous avons des délais pour donner leur nom, faire les procédures d'octroi de licence exigées par la CAF. Normalement, c'est au 30 juin qu'on doit connaître ces équipes-là. Avec ce report-là, nous nous sentons en danger. Peut-être qu'on peut bénéficier de dérogation, mais on peut nous le refuser. Comme l'année dernière, d'ailleurs, ça a été le cas. Ça, je pense que c'est pas une bonne chose. Ces perturbations qui touchent le football surviennent au moment où le Sénégal s'apprête à livrer un match contre le Bénin, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2024. Donc les Lions qui demandent le regroupement aujourd'hui, Georges. Youssouf, la Ligue Europa Conférence joue sa finale ce soir. Elle va opposer à 19h temps universel les Italiens de la Fiorentina
aux Anglais de West Ham, finale inédite donc qui va se jouer à l'Eden Arena de Prague en République tchèque. Notez que la saison européenne sera clôturée samedi prochain avec la finale de la Ligue des Champions qui va opposer Manchester City à l'Inter Milan. Nous parlons transfert avec les tractations qui ont démarré après le départ officiel de Lionel Messi du Paris Saint-Germain. L'Inter Milan s'est positionné, Miami également. En MLS aux États-Unis s'est positionné pour donc enrôler Lionel Messi. Les discussions donc se poursuivent selon le papa de Lionel Messi, donc qui devrait donner sa décision entre aujourd'hui et demain. Georges, un dossier à suivre après donc le départ de Karim Benzema pour l'Arabie Saoudite. Youssouf, rugby à 7, l'équipe nationale masculine prépare les pré-qualifications des Jeux Olympiques Paris 2024. La compétition est prévue du 25 au 26 juin prochain à l'île Maurice. Le Sénégal est dans le groupe C en compagnie de la Côte d'Ivoire, l'Égypte et du Cameroun. Les Lions du rugby à 7 qui ont donc démarré la préparation depuis quelques semaines. Mais toutes les conditions ne sont pas réunies selon le chargé de la communication de la Fédération sénégalaise de rugby, Madiane Diagne avec Soracham. L'équipe nationale du Sénégal est en train de préparer la qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Qualification qui est prévue du 24 au 27 juin 2023 en île Maurice. L'équipe nationale a démarré déjà la préparation il y a cela 4 mois avec des entraînements intenses sous la direction de leurs entraîneurs, notamment Babacar Diatta et Baba Galé, qui sont en train en tout cas de peaufiner leur stratégie en direction de cette compétition. C'est une compétition qui est assez importante parce que quand même c'est une qualification. Cette première phase nous permettra de se qualifier pour la dernière phase afin de permettre à cette équipe nationale du Sénégal de pouvoir en tout cas jouer les Jeux Olympiques de Paris 2024. On sait que ce sera très compliqué parce qu'en face il y a quand même des très bonnes équipes qui sont là et qui veulent également se qualifier. Mais peu importe, l'équipe nationale du Sénégal est consciente de la situation, est consciente des enjeux et on fera de notre maximum possible pour essayer de faire la différence. Même si la préparation a été faite en dents de scie et ça a été assez compliqué. On avait prévu des stages fermés, mais quand même avec le manque de moyens financiers surtout, on a tout simplement décidé de les annuler. Donc vous conviendrez avec moi que ça a été quand même quelque chose de très difficile avec cette préparation parce que quand même il y a pas mal de choses qu'on a annulées. Mais peu importe, l'équipe est consciente des enjeux, l'équipe est consciente de la situation et on ménagera avec un effort afin de faire en tout cas des résultats pour permettre à cette équipe de se qualifier. Au vu de la tension sociopolitique qui se vit actuellement au Sénégal, la fédération a décidé de reporter la finale de la Coupe du Sénégal. Ça a été prévu le 3 juin dernier. On verra avec la situation et on essaiera en tout cas de trouver une autre date pour permettre à ces équipes en tout cas de jouer cette finale de la Coupe du Sénégal. Oui, les tensions sociopolitiques donc qui impactent tous les sports, Georges. Merci Youssouf Bodian, c'était la page des sports. RFM, la presse du jour. Revue de presse, Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Après les saccages, l'heure est au bilan. L'économie, sérieux coup KO en pleine figure. Les 72 heures de manif à Dakar et dans certaines régions du Sénégal ont fait perdre à notre pays des milliards. Et dans cette affaire, ceux qui se frottent les mains, ce sont bien sûr les délinquants, agresseurs et autres brigands qui ont gagné à tous les coups. L'économiste Maïssa Babou confie à Sud Quotidien que pour reconstruire ce qui a été détruit, l'État va devoir casquer plus de 200 milliards de francs CFA pour réparer les dégâts collatéraux. Le coût colossal des pertes d'édifices est symbole de l'État, cible des manifestants et l'anxieuse reprise de l'activité économique n'augure pas de lendemain faste. Baïdiane du patronat, le CNP plus exactement, tire la sonnette d'alarme dans le quotidien. Nos entreprises, dit-il, ont perdu beaucoup de fric en une journée. À Dakar, Mbou, Ziguinchor, les affaires ont repris, mais c'est au ralenti. Pendant ce temps, l'UCAD de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar affiche la mine des mauvais jours. Hier, le ministre de l'Enseignement supérieur s'est rendu lui-même sur place pour constater l'ampleur des dégâts. Le journal Libération renseigne qu'à la fac des lettres et médecine, les archives sont parties en fumée. La fac science fait le deuil de son chapiteau moderne de 3000 places incendiées. Au Cécile, la salle au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment et la case foyer brûlée. Au campus social, les bureaux de Maguette Sen, le directeur général du COUD, en ruine. Le cyber 5 coups réduits à néant. Au campus social, 8 minibus de transport de personnel et des véhicules personnels incendiés. Au campus pédagogique, plus de 30 véhicules détruits. Selon le ministre Moussa Baldé, les dégâts sont énormes. Il faudra beaucoup de temps, de ressources pour remettre l'université aux normes, mais l'UCAD sera résiliente. Selon l'Observateur, l'État du Sénégal continue de traquer les présumés pyromanes et consorts. Plus de 100 manifestants déférés au parquet en une semaine. De lourdes charges pèsent sur la tête de 24 assaillants qui voulaient attaquer le commissariat de Dakar et la
place de l'Indépendance. Retour de parquet pour les 15 femmes du bois sacré. Ndeyndak, elle est aussi dans la nasse. Depuis hier, elle a été arrêtée en garde à vue sur instruction du procureur accusé d'actes de nature à compromettre la sûreté publique. Le Soleil informe que les responsables de PASTEF tombent aussi pour les saccages de la mairie et de l'agence CBAO de Louga. Le confrère qui informe que les consulats généraux du Sénégal ont été fermés provisoirement. Mesure prise après l'attaque du consulat du Sénégal à Milan. Poursuite judiciaire annoncée contre les personnes identifiées. Mais le journal Enquête estime qu'il faut aller vers la décrispation. La société civile pousse dans un sens. La paix à tout prix, relève le journal Enquête. Mon confrère note qu'avec l'accalmie, les initiatives de paix se multiplient. La visite du chef de l'État à Touba suscite l'espoir. Il faut un gouvernement d'union pour gérer cette situation, annonce Alioutine. L'appel des organisations féminines SOSP travaille à un dialogue direct entre les protagonistes. Busby le jour note que ces rapprochements ont commencé. Ousmane Sonko et Macky Sall se parlent via des intermédiaires. L'observateur revient sur cette posture inhabituelle du leader de PASTEF qui s'ammure dans un silence bruyant. Le confrère note qu'à fond depuis une semaine, des analystes affirment que c'est une stratégie. Sonko est dans une phase d'observation pour éviter de nouvelles charges. Et puis sport pour boucler Sénégal-Bénin et Brésil-Sénégal dans les prochains jours. 23 lions attendus à Dakar dès ce mercredi, énonce le journal. Le confrère note que le 17 juin prochain, le Sénégal se déplacera à Cotonou pour affronter le Bénin dans le cadre de la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN 2024. Le lendemain, les Lions rallieront Lisbonne où ils défieront le Brésil en amical. Bonne nuit à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À midi, 37 minutes, point de vue sur la hausse annoncée des salaires dans le privé, une mesure qui prend effet le 1er juillet prochain. Pour en parler, Youssouf Diop, directeur exécutif de la CNES, la Confédération nationale des employeurs du Sénégal. Bonjour Youssoufa. Bonjour monsieur, bonjour. Avec vous, Pape Birama Diallo, chef du département dialogue social de l'UNSAS, par ailleurs président du comité technique de la coalition des centrales syndicales du Sénégal. Bonjour Papa Birama. Bonjour Georges, vous allez bien? Ça va très bien, merci. Alors, je commence par vous, Papa Birama. Les négociations sociales sur la hausse généralisée des salaires ont conduit à des propositions consensuelles, même de mettre, selon la CNES, de mettre fin à la procédure légale du différent collectif du travail et la non-conciliation et de la grève générale, entre autres revalorisation de la prime de transport, augmentation du SMIC horaire, augmentation des salaires catégoriels. Date de prise d'effet le 1er juillet. Vous, Centrale, êtes-vous satisfait de ces propositions consensuelles? Je vous remercie, M. Georges. À ce propos, il faut convenir que c'est dans le cadre d'une tentative de conciliation des différents collectifs de travail intervenu le 31 mai 2023 à 15h30. Convoqué par le ministère du Travail. Que nous sommes parvenus donc à décrocher cet accord que nous saluons véritablement et nous remercions au passage tous ceux qui ont contribué donc dans le cadre de la médiation parce que c'était un dialogue social. C'est ce qui a amené les deux parties à s'entendre sur l'essentiel en faisant des concessions mutuelles. Et le 31, vous vous rappelez, c'était le jour de l'ouverture du dialogue national. À la même heure, donc, nous étions en train de dialoguer avec le patronat pour parvenir à cet accord. C'est un accord historique et je voulais dire, c'est la première fois qu'on ait pu parvenir à atteindre ce taux d'augmentation généralisée des salaires depuis les années 90. C'est une première fois, donc allant de 10% pour la première, la deuxième, la troisième et la quatrième catégorie, alors que la position initiale du patronat, c'était de 5 à 3%. Après, ils ont évolué à 8%, de 8 à 5%. Et finalement, nous avons abouti donc à décrocher cet accord, allant donc de 10% pour la première jusqu'à la quatrième catégorie. Et la suite, pour
la cinquième. Mais pour beaucoup, pour certains, c'est dérisoire. Quand on prend l'exemple de la revalorisation de la prime de transport, le montant actuel étant de 20 800, les centrales demandaient 50 000 francs CFA. Au final, on se retrouve avec 26 000 francs. C'était une proposition, une hypothèse haute, mais nous avions un objectif. C'est d'arriver quand même à faire bouger le taux actuel, qui était de 20 000, qui est de 20 800, pour évoluer jusqu'à 26 000. Bon, la direction du travail avait arbitré sur la barre de 28 300, mais le patronat a accepté de faire des concessions majeures sur les augmentations. C'est des minima, il faut le comprendre. Parce que les minima, ça c'est au niveau général. Parce que quand vous généralisez une augmentation, il y a des entreprises qui peuvent suivre, d'autres secteurs ne pourront pas suivre. Donc il faut intégrer toutes ces données. Donc en faisant cette concession, nous étions obligés également de lâcher du lest sur la prime de transport. Donc de 20 800 à 26 600. Plus l'augmentation généralisée des salaires et plus la revalorisation du SMIC de 11%. Et le SMIC, il y a des effets, donc également sur le régime indemnitaire, sur le SMIC augmente, sur les pensions, sur les rentes viagères. Donc il y a un effet d'entraînement. Et sur la prime de nourriture, sur la prime de risque, sur les primes de panier. Donc il y a des effets d'entraînement, il y a des effets induits qui permettent donc à, augmenter un peu le pouvoir d'achat des travailleurs. Ça, c'est des minimums. Bien. Et on encourage maintenant dans le processus que les négociations sectorielles, donc cela ne doit pas faire un obstacle aux négociations de branche. On viendra à ces négociations sectorielles pour l'application de ces propositions consensuelles au sortir de cette réunion qui a été convoquée par le ministère du Travail. Papa Birama Diallo, je reviens à vous. Alors, Youssoupha Diop, les travailleurs du privé, beaucoup demandaient une hausse généralisée des salaires de 15% au même titre que les travailleurs du public. Pourquoi vous n'avez pas accédé à cette requête ? Merci Georges. Je voudrais tout d'abord profiter de l'occasion pour saluer mon grand frère et ami Pape Birama Diallo, qui je pense est un partenaire. Pour revenir un peu à votre question, effectivement, nous sommes arrivés après moult travaux, donc en termes de négociation, à trouver un accord avec donc nos partenaires syndicalistes. Et comme l'a souligné Pape Birama, donc les taux sur lesquels nous sommes tombés d'accord donc, vont de 10% pour la première catégorie à la quatrième, 8% de la cinquième à la catégorie AM2 et donc 5% pour les autres catégories supérieures. Donc nous y sommes arrivés finalement. Il y a eu de nombreux va-et-vient puisque, comme vous le savez, nous sommes là pour défendre les intérêts de nos entreprises. Et quand nous avons reçu donc le cahier de doléances des travailleurs qui, à titre de rappel, donc demandait une augmentation des salaires catégoriels à 30% ainsi qu'une revalorisation de la prime de transport à hauteur de 50 000. Ce qui, à notre avis, nous paraissait quand même impossible à réaliser. Compte tenu du contexte dans lequel les entreprises sont actuellement. Comme vous le savez, nous sortons d'une crise sanitaire avec toutes les conséquences, tous les impacts. La Covid-19. Pardon ? J'ai dit la Covid-19. Oui, tout à fait. La Covid-19, donc avec toutes les conséquences négatives et les impacts sur la bonne marche des entreprises. Nous sommes ensuite retombés sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine, avec également son lot de conséquences. Le trafic, enfin le coût du fret qui a augmenté, les matières premières, donc vraiment une inflation à tous les niveaux. C'est pour vous dire que donc l'entreprise a été lourdement impactée. Malgré tout, l'État a consenti des facilités pour les entreprises également. Tout à fait, ça je suis d'accord. Mais bon, on va pas revenir dessus. L'un dans l'autre, toujours est-il que les entreprises ont été fortement impactées et donc cela a un peu freiné leur compétitivité. Autre rappel également, vous savez que les dernières augmentations, je parle sous le contrôle
de M. Diallo, donc sont intervenus, je pense, en 2020, le 1er janvier. Donc déjà là, les entreprises avaient également consenti à faire des efforts conséquents, tout ceci pour pouvoir maintenir un peu la stabilité sociale, la paix sociale au niveau des entreprises du secteur privé. Nous sommes également tous des Sénégalais, qu'on soit employeurs ou travailleurs, et donc nous savons également que le coût de la vie a augmenté, l'inflation est là, que nous ne maîtrisons pas toujours. Donc ceci pour vous dire que nous avons dès 2020 donc accepté de faire des efforts. Nos amis travailleurs sont revenus cette année pour nous faire part un peu de leurs doléances et nous avons également fait preuve de compréhension. Et donc les employeurs ont fait des sacrifices, il faut le dire, pour justement pouvoir aboutir à ces accords que nous avons pu conclure avec la partie syndicale. Parce que comme je vous l'ai dit tantôt, nous sommes bien sûr tous des citoyens sénégalais et nous savons que les difficultés sont là, nous les vivons tous et c'est pourquoi, pour justement vouloir stabiliser cette paix sociale, nous avons consenti et accepté de faire ces efforts et donc pouvoir trouver donc les taux que je viens d'énumérer, enfin que vient d'énumérer Papa Birama Diallo. Voilà. Bien sûr. Papa Birama Diallo, la prochaine étape, les négociations sectorielles pour l'application de ces accords entre travailleurs et patronat, quelle sera la prochaine, je ne dirais pas la prochaine étape, mais le prochain combat des travailleurs pour une application stricte de tout cela? Non, vous avez parfaitement raison de dire les prochaines étapes, c'est l'ouverture maintenant des négociations au niveau des branches professionnelles. Il y a là eu déjà des négociations entamées au niveau de plusieurs secteurs. Mais cela a été freiné du fait des négociations au niveau tripartite. Une fois que maintenant on a un accord cadre qui fixe les minima, maintenant on va s'ouvrir vers les négociations sectorielles et les entreprises qui pourront faire mieux que les taux minima vont les appliquer. Maintenant, les barèmes de salaire, effectivement, ça relève également de la compétence des branches professionnelles. Nous allons y travailler. Les nouvelles grilles salariales. Oui, nous allons y travailler incessamment dès le retour du directeur général du travail qui est actuellement absent du territoire national pour les besoins de la conférence internationale. Mais nous sommes en train de faire le draft donc, de ces barèmes de salaire au niveau des différents secteurs professionnels. Maintenant, ce que vous venez de dire, c'est extrêmement important parce que la position patronale défendue jusque-là par rapport aux propositions des travailleurs, la demande des travailleurs qui consiste à revaloriser les salaires, le patronat nous a toujours opposé aujourd'hui la pression fiscale. Une pression très lourde, il faut le dire, si on compare le Sénégal aux autres pays de la sous-région. Nous prenons l'exemple, par exemple, de la Côte d'Ivoire, où le taux d'exonération est beaucoup plus important au Sénégal, parce qu'ici le taux quand même est très minime. Donc, raison pour laquelle le prochain combat, et nous l'avons inscrit au niveau de, du préavis que nous allions déposer s'il n'y avait pas cet accord, la baisse conséquente de la fiscalité sur les salaires. Ça, c'est le prochain combat. Je pense que le gouvernement est très sensible sur ce point-là. Donc, c'est le prochain combat et ça intéresse l'ensemble des travailleurs, y compris privés et publics et tout ce que cela comporte. Donc, voilà aujourd'hui, la ligne est tracée. Le prochain combat pour les centrales syndicales, c'est la baisse de la fiscalité sur les salaires. Merci Papa Birama Diallo, chef du département dialogue social de l'UNSAS, par ailleurs président du comité technique de la coalition des centrales syndicales du Sénégal. Pour terminer avec vous, Youssoufa Diop, quelles sont les garanties de la part du patronat pour une application de ces accords? Si je pose la question, parce que souvent des entreprises n'appliquent pas automatiquement les décisions prises à l'occasion de ces concertations entre acteurs sociaux, alors que, vous le dites bien, la mesure prend effet le 1er juillet prochain. Oui, bon, effectivement, je pense que les garanties, elles sont claires. En tout cas, pour nous, en ce qui nous concerne, Confédération nationale des employeurs du Sénégal, nous sommes signataires des conventions collectives et donc les accords que nous signons nous engagent et engagent nos membres.
En tout cas, nous, pour les entreprises qui sont chez nous, et je pense que c'est le cas également pour celles qui sont affiliées à d'autres centrales patronales du secteur dit formel, je pense qu'il n'y aura aucun souci quant à l'application effective de ces mesures. Ça nous engage, nous avons signé. Je pense que nous sommes assez responsables pour pouvoir donc appliquer ce qui a été décidé avec les partenaires sociaux. Donc à ce niveau, vraiment, je vous rassure qu'il n'y aura aucun souci quant à la mise en application à partir du 1er juillet 2023, comme vous venez de le dire. Merci Youssoupha Diop. C'est moi qui vous remercie, Georges. Directeur exécutif de la CNES, la Confédération nationale des employeurs du Sénégal. C'était Point de vue et c'est la fin de ce grand journal. Merci à Abdoulaye Diop qui a assuré la partie technique, à Matarsam qui a pris son relais, Yassine Pouy à la digitalisation, El Hadj Ndiogoudien à la coordination. 13h le